Coucou les arcanes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je tiens tout d'abord à m'excuser du fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo dimanche dernier, mais j'étais franchement fracassée et je pense que j'avais besoin de prendre aussi un petit temps en mode off pour pouvoir me ressourcer et aussi me concentrer un petit peu plus sur la lecture. Et pour compenser, je me suis dit que j'allais vous sortir 2 vidéos cette semaine et j'espère que je pourrai reprendre très rapidement ce rythme de vidéo puisque ça me manque un petit peu et de vous proposer qu'une seule vidéo par semaine, je me dis que je peux pas aborder non plus toutes les thématiques que j'aimerais. Donc bon, rien n'est joué encore à ce niveau-là, mais je croise les doigts pour y arriver. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit book haul, enfin je dis petit mais vous allez voir que c'est pas si petit que ça, et il s'agit de toutes les arrivées livresques du mois de mars. Donc oui, je sais, j'ai aussi un petit peu beaucoup de retard à ce niveau-là. Franchement, j'ai été plutôt raisonnable en termes d'achat parce que je crois que je n'ai acheté qu'un seul livre au cours du mois, mais par contre, ma bonne résolution au niveau des services de presse, etc., je sais pas comment j'ai pu merdouiller à ce point. Alors je vous préviens, je vais prendre l'excuse du nouveau boulot pendant un petit temps quand même pour ce niveau-là, parce qu'en même temps, moi je me suis basée sur mon rythme de lecture quand j'étais sans emploi, donc avec les demandes en avance, je me suis retrouvée à tout recevoir en même temps et je ne lis plus autant qu'avant. Donc forcément, ça a un petit peu cafouillé dans le nombre de services de presse que j'ai reçus et que j'ai en retard surtout. Mais avant de passer aux livres qui sont arrivés dans ma pile à lire au mois de mars, j'aimerais vous présenter la marque avec laquelle j'ai le plaisir de collaborer pour cette vidéo et il s'agit de Wild. Personnellement, j'essaye de faire de plus en plus attention à mon impact environnemental et surtout au niveau des déchets que je produis. Après, je fais comme je peux, hein, chacun fait à sa portée aussi. Du coup, j'avoue avoir été très contente d'être contactée par la marque Wild pour pouvoir tester leurs produits et vous en parler dans cette vidéo. Si vous ne connaissez pas la marque Wild, il s'agit d'une marque de déodorant mais aussi de gel douche aux produits naturels. Dans leurs produits, il n'y a pas de sel d'aluminium, ni de parabènes, ni même de sulfate et autres produits qui vont venir vous irriter la peau. En plus de ça, vous avez du beurre de karité et d'huile de coco pour vraiment une hydratation complète et super agréable et tous leurs produits sont d'une efficacité garantie 24 heures. Toutes leurs formules sont également certifiées vegan et cruelty free, donc non testées sur les animaux et ça c'est quelque chose aussi auquel je fais de plus en plus attention parce que peut-être que vous le savez pas également, mais je suis vraiment sensibilisée à la cause animalière et à la lutte contre l'abandon des animaux. Et en plus de tout ceci, la marque Wild, ce sont des produits qui sont rechargeables comme vous le voyez, donc avec des étuis en aluminium, donc fini les produits qu'on jette en plastique là dès leur fin d'utilisation, vraiment là vous avez juste à acheter des recharges. Donc je vais vous présenter un petit peu comment ça se passe au niveau des recharges. Donc là on va commencer avec le gel douche. En fait, comme je disais, c'est un étui en aluminium, vous avez l'acheter juste à l'intérieur. Alors je vais essayer de le faire sans forcément me retrouver avec du gel douche de partout parce que je l'ai déjà utilisé. Et vous allez à l'intérieur en fait avoir un étui justement avec votre recharge. Ce sont des étuis qui sont compostables justement. Et après vous avez juste à fermer en fait votre étui tout simplement. Et pour le déodorant c'est un petit peu différent. Vous avez des recharges comme ceci qui sont faits en fait en bambou, donc aussi recyclables. Vous l'enlevez de l'étui et ensuite vous prenez votre étui, vous le tournez sur la gauche, vous appuyez sur les boutons sur le côté ici et vous allez pouvoir retirer votre déo. Bon là du coup j'en ai un mais en fait vous avez juste à le positionner sur l'embout, le remettre comme ceci et voilà. Et du coup vous avez juste à tourner dans l'autre sens pour pouvoir le verrouiller et il est prêt à l'emploi. Alors personnellement je suis totalement convaincue autant par le déodorant que par le gel douche. J'ai pas choisi les senteurs, je leur ai demandé de m'envoyer en fait un meilleur vente comme ça pour pouvoir un petit peu découvrir. Là par contre c'est odeur vanille et coco, je vous jure ma peau sent le coco et la vanille, je suis trop contente. Et là c'est des odeurs qui sont beaucoup plus naturelles et beaucoup plus discrètes en fait. Et c'est pas plus mal parce que comme vous mettez un déo finalement, vous avez pas envie non plus de sentir la fraise ou je sais pas trop quoi par-dessus votre parfum par exemple. Donc non, moi personnellement je préfère vraiment les senteurs qui sont discrètes, donc très bon choix. Donc pour les recharges vous pouvez les acheter à l'unité ou bien prendre un abonnement pour pouvoir vous faire livrer la fréquence que vous choisissez et ça permet de ne pas se laisser prendre de court. Et si vous avez envie de tester du coup l'un ou l'autre de la marque Wild, vous pouvez utiliser mon code promo qui s'affiche à l'écran, livremoncienne 20, qui vous donne 20% de réduction sur tous les produits. Donc n'hésitez pas à tenter l'expérience Wild, je suis sûre que vous allez plus revenir à des déodorants et gel douche comme on le trouve dans les supermarchés et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez testé. Encore une fois, le lien et le code promo sont disponibles dans la barre d'infos. Cette petite aparté étant maintenant close, nous allons passer au sujet de cette vidéo. On va commencer avec les graphiques qui sont arrivés dans ma pile à lire. J'ai reçu en fait un webcomic, tout d'abord le tome 2 et j'aurais dit c'était un petit peu bête, je n'ai pas lu le tome 1, je l'ai même pas demandé le tome 2. Donc ils m'ont dit mais vous voulez le tome 1? J'ai dit bah écoutez envoyez le tome 1 quand même, je vais découvrir. Donc j'ai reçu en fait mon vœu le plus sincère, le tome 2 et le tome 1 qui est publié chez Cotoon Édition et qui est écrit par Kiri. Alors je suis désolée mais quand je dis Kiri je pense tout de suite au fromage mais ce n'est point grave. En tout cas j'aime beaucoup pour l'instant les dessins et ça a l'air d'être très frais, très dynamique, très
joyeux, j'ai l'impression assez gai comme dans l'ensemble. Et si un génie vous offrait un seul et unique vœu, qu'est-ce que vous choisirez? Et c'est ce qui va arriver à Happy, qu'on trouve sur la couverture accompagné de son génie. Il va lui proposer d'exaucer un seul de ses vœux, sauf qu'il va refuser sa première demande parce qu'il la considère beaucoup trop banale. Sympathique quand même. Il veut vraiment exaucer son vœu le plus sincère, c'est le titre du webcomic. Mais ça a l'air vraiment tout mignon, assez fleuri, ouais, j'ai l'impression que c'est quand même une bonne lecture, soit pour le printemps, soit pour l'été. Je pense que de toute façon, je le ferai pas tarder. J'aime bien me dégommer des petits graphiques en ce moment, ça me fait démolir ma pile à lire. J'ai reçu aussi de la part des éditions Dupuis leur nouveauté BD, il s'agit des Mondes Perdus du coup, le tome 1, le crâne de Loubantoum, pas évident à prononcer, enfin du coup c'est dans l'univers Maya, du coup on va y suivre une jeune fille, je l'ai déjà lu donc je vous en reparlerai en point lecture, mais on va suivre une jeune fille de l'âge de 12-13 ans qui va vouloir accompagner son père en recherche justement archéologique, en fouille, et là on va être principalement sur la culture Maya. C'est très sympa, franchement les dessins sont hyper colorés, on rentre vraiment dans quelque chose d'assez jeunesse, d'aventure, avec tout un monde à découvrir, un monde aux couleurs exceptionnelles, surtout qu'on va être aussi avec une petite intrigue de fond, avec des complots et tout ça, donc ça peut rentrer un petit peu plus loin et devenir peut-être un petit peu plus sombre et un petit peu plus adulte au fur et à mesure des tomes. En tout cas, très hâte d'avoir la suite, je vous en reparle bientôt. C'en est tout des graphiques, on passe tout de suite au roman. Je vous ai dit graphique, j'ai pas reçu grand chose. Par contre en roman, c'était un petit peu la catastrophe. Le premier que j'ai reçu, il s'agit de la nouveauté des éditions Olympe, Glace de Stacey McEwan. Donc là, on est sur un roman qui est en fait parfait, je pense, pour la saison d'hiver. Donc je regrette de pas l'avoir reçu un petit peu plus tôt, parce que je me vois très mal lire ça. Je suis pas forcément une lectrice de saison, dites-moi comment vous lisez vous. Je suis pas forcément une lectrice de saison, mais il y a des titres quand même qui passent mieux à certaines périodes de l'année, y compris celui-là. Pourquoi il me faisait très envie? Puisqu'il a été traduit par Ada Vivalda, donc l'autrice de Porcelaine sous les ruines, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur, donc je ne me fais pas de soucis au niveau de la traduction pour le coup. Et on se retrouve donc avec le premier tome d'une trilogie, la trilogie des glaces, qui apparemment est assez cruelle dans son ensemble, et on va être avec des combats assez épiques, j'ai l'impression. On nous dit que Dunsyn n'a jamais rien connu d'autre que la pointe, c'est un territoire piégé entre un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable. La vie est une bataille incessante pour tous ses habitants, survivre au froid mordant, ne pas faire de chute mortelle dans le gouffre, esquiver la violence de ses voisins ne suffit pas. Il faut aussi échapper à la sélection. À chaque nouvelle saison, les glaciens, vicieuses créatures ailées, attrapent des victimes au hasard et les emportent dans le ciel. On ne les revoit jamais. Seul membre restant de sa famille, Dancy a survécu jusqu'à présent, mais la chance tourne. Elle est sélectionnée et arrachée à sa maison glacée, coupée de tout ce qu'elle connaît. Qui sait ce qui lui arrivera de l'autre côté du gouffre, la mort, l'esclavage ou pire encore. Voilà, ça avait l'air quand même assez sympa. Oh, Freya est arrivée, regardez, elle fait sa toilette, j'espère qu'elle va pas nous montrer son cul quand même. Palpitant, idéal pour tous les fans de fantasy, c'est Raven Kennedy, donc l'autrice de la saga Doran. C'est une saga que j'ai complètement abandonnée, mais bon, je n'y fais pas trop attention, le résumé me tentait vraiment beaucoup. Et si en plus c'est Ada Vivalda qui l'a traduit, je suis sûre qu'on peut retrouver sa plume un petit peu enchanteur et un peu poétique, donc j'ai très hâte personnellement. Mais franchement, je sais pas si je le lis tout de suite, parce que même si c'est un service de presse, je trouve que l'ambiance correspond totalement à la saison d'hiver, donc peut-être en fin d'année. J'ai reçu également en service de presse le tome 2 un tome 2 qui est complètement explosé quand même, j'ai même pas fait gaffe, oh je suis trop deg. Alors vous verrez peut-être pas bien, mais en fait il est complètement explosé sur le coin, oh, comme s'il a été bouffé par des souris. Bon bref, j'ai reçu de la part de Felingre le tome 2 de l'épopée de Thaïs, son écrit en auto-édition, donc ici c'est l'île des captives. On est directement avec la suite des événements du précédent tome. Ici ce sera une nouvelle quête, de nouveaux compagnons, une nouvelle mission, quelque chose de toujours très engagé je trouve sur la place de la femme dans la société à l'époque, parce qu'on est ici dans un récit plutôt historique je vais dire, même si c'est inventé, dans la mythologie un petit peu romaine, grecque, voilà, cette ambiance-là. Donc j'ai beaucoup aimé personnellement le premier tome qui était concentré sur des épreuves. Ici, on laisse les épreuves complètement, mais ça va être un autre tournant quand même, je peux pas trop vous en parler. Mais si vous voulez aller voir mon update lecture sur le tome 1, vous pouvez, j'ai beaucoup aimé personnellement. Donc très contente d'avoir aussi le tome 2, je remercie Féline encore une fois de me l'avoir proposé en service de presse, je suis trop contente et j'espère que je pourrai rapidement le lire. En plus de ça, la couverture me fait penser un petit peu à l'été, donc je me dis pourquoi pas, ça va nous réchauffer un petit peu pendant ces temps. Pour vous donner un petit aperçu de ce tome 2, nous sommes avec Thaïs qui a promis quelque chose à quelqu'un. Donc c'est cette promesse qu'elle va essayer de tenir, une promesse quand même lourde de conséquences, lourde en termes d'aventure aussi, beaucoup de choses vont se passer, mais j'ai très hâte de voir comment ça va se passer et je suis sûre qu'elle va tenir sa promesse, bien évidemment. Bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie du mois de février, c'est sorti le 29 je crois, mais je suis allée chercher début mars, c'est pour ça que vous le retrouvez finalement dans ce book haul-ci. J'ai bien sûr acheté le tome 2 de l'Empire des Vampires de J. Christophe, donc là on est avec l'Empire des
dès d'année, que j'ai trimballé quand même quelques temps, voire quelques semaines. Je pense que j'ai mis un mois à le lire en vrai, parce que c'était une lecture commune à la base du mois de mars, mais avec la reprise du boulot, j'ai complètement déconné avec cette lecture commune. Je m'en excuse d'ailleurs à tous les participants de pas pouvoir pu participer ou comme je voulais finalement à cette lecture commune. Mais je l'ai lu, je l'ai terminé, j'ai mon petit cœur qui est brisé, je m'en doutais avec J. Christophe, c'est toujours comme ça. Je suis un petit peu en PLS quand même, je me demande quand est-ce qu'on aura le tome 3, puisque Émilie de la Bibliothèque d'Emilia m'a dit que l'auteur avait mis quand même 3 ans à écrire le tome 2. Donc 3 ans entre le tome 1 et le tome 2. Ouais, je sais pas comment les lecteurs VO ont fait, déjà vu comment se termine le tome 1, mais là vu comment se termine le tome 2 aussi, je sais pas comment nous lecteurs on va pouvoir survivre en attendant le tome 3. Comment ça va se passer? Je pense que ça va se passer qu'on va devoir se refaire une lecture des 2 tomes, c'est sûr. Mais franchement, encore un coup de cœur, je vous spoil un peu mon update lecture qui devrait arriver je pense fin du mois. Merveilleuse lecture, vraiment. J. Christophe reste finalement mon auteur préféré, indétrônable, ça c'est sûr et certain, et l'Empire du Vampire reste ma saga coup de cœur, ma saga préférée, chouchoute, c'est tout trop bien. C'est trop bien, tout autant de bien que le tome 1, c'est ça que je voulais dire à la base avant de bafouiller. J'allais partir un petit peu plus dans mon avis, mais on va arrêter là quand même. Gardons un petit peu de suspense pour la prochaine vidéo. Un autre roman du coup que j'ai reçu en service de presse, qui n'est pas très récent, on va dire, dans son écrit, mais plutôt dans sa traduction, et pour cause, il a été adapté en film sur Netflix. Si je vous dis ça, à mon avis, ça vous met la puce à l'oreille. Il s'agit de Damsel, la demoiselle et le dragon de Evelyn Skye, qui est publié chez Stardust. Donc comme je vous disais, il n'est pas très récent comme roman, mais sa traduction a été faite, je pense, à l'occasion de la sortie du film. Ici, on est avec Elodie, qui est la princesse d'un royaume un petit peu en décrépitude, disons qu'ils ont du mal à trouver des ressources pour pouvoir nourrir leur peuple, etc. Donc ils vont se trouver à faire une alliance avec le royaume voisin. Elodie va se marier avec ce prince-là, sauf que c'est très étrange, pourquoi un royaume voisin qui a beaucoup de ressources, qui est en abondance, va s'allier avec un royaume qui ne lui apporte strictement rien du tout. Et ça, on le comprend très rapidement, c'est parce qu'il y a une malédiction, même pas, on va dire qu'il voue un culte à un certain dragon, et pour continuer à être dans les faveurs de ce dragon-là, le royaume sacrifie des jeunes femmes à ce dragon et Elodie va être sacrifiée. Donc il me semble qu'on va suivre ici un petit peu toute sa survie. Je sais pas si on a d'autres points de vue ou si on est principalement sur un huis clos, puisque ça va se dérouler je pense au niveau de la grotte. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire bientôt. Il est disponible d'ailleurs en lecture audio sur Audible. Si vous voulez bénéficier de mon lien d'essai, vous pouvez bénéficier je crois de 30 jours gratuits, donc c'est l'occasion de l'écouter. Personnellement, moi je pense que je vais me le faire en lecture audio. J'ai reçu aussi de la part des éditions Addictésie l'une de leurs nouveautés, c'était l'une de leurs premières parutions je crois, non, deuxième peut-être. Il s'agit de Miel serait la nuit de Léanore Larc, donc une très jolie couverture quand même, plutôt beau bouquin. Et ici on va être avec une vampire qui va se réveiller après des siècles, 4 siècles exactement de dodo. Et c'est Alasdair qui a été... Je vous en ai pas déjà parlé? Je vous en ai déjà parlé quelque part. Parce que c'est pas Alastair, c'est Alasdair, et ça je l'ai déjà dit en vidéo. Bref, je ne sais plus dans quoi je vous en ai parlé, mais en tout cas, je vous en reparle ici puisqu'il est arrivé en mars. Donc Alasdair a réveillé justement Grimm, qui est donc une vampire qui a fait un gros long dodo et qui va se découvrir une ville qu'elle ne connaît absolument pas. Elle est peut-être l'une des dernières vampires, les dernières de sa génération, on ne sait pas. Elle va essayer de retrouver un petit peu ses marques, sa famille, et éviter que le passé se reproduise, peut-être éviter de se retrouver à nouveau dans un cercueil. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve à faire ce si long dodo? Voilà, j'ai l'impression qu'on va être sur quelque chose un petit peu urban fantasy, un petit peu sombre. J'espère que ça va pas être des vampires trop gentils. Moi j'aime bien quand c'est des vampires qui sont un petit peu horrifiques, comme l'Empire du Vampire de J. Christophe par exemple. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas on est sur une relation je pense impossible, un amour impossible. Donc ce livre-ci pourrait très bien aller par exemple sur le 3 d'épée pour mon Tarot Books Challenge. De la part des éditions Casterman, une de leurs nouveautés aussi, j'ai reçu Pour l'amour des dieux de Sarah Underwood. Donc un seul sacrifice pour les sauver toutes. Depuis des siècles, 12 jeunes filles d'Ithaque sont sacrifiées, sont données en offrande au dieu Poséidon, donc jetées à la mer. C'est pour vraiment calmer sa colère divine, et Leto, notre protagoniste principal, va se retrouver à faire partie de ces 12 jeunes femmes. Donc là vous allez me dire, mais on va suivre une protagoniste, elle va mourir? Oui, elle va être sacrifiée, mais elle va se réveiller sur une île qu'elle ne connaît absolument pas, avec une merveilleuse et magnifique jeune femme devant elle. Il s'agit de Mélanto, une troublante immortelle qui a le don de commander les mers, et qui va lui dire que si elle veut arrêter ce cycle infernal, arrêter que des jeunes filles soient sacrifiées
pour rien, entre guillemets. Il n'y a qu'une seule chose qu'elle est en mesure de faire, c'est d'assassiner le prince d'Ithaque. Alors il me semblait à la base, quand on lit le résumé un petit peu comme ça, on peut se dire un enemies to lovers, éventuellement entre le prince d'Ithaque et cette jeune femme qui va essayer de l'assassiner, mais je crois que j'ai vu sur Booknote dans les mots-clés romance FF, donc je ne sais pas trop. S'il y a de la représentation, moi ça me gêne absolument pas. Mais du coup voilà, j'étais un petit peu sur deux pieds, je me suis dit oh le résumé ne laisse pas forcément supposer que ça. Peut-être avec Mélanto, la petite immortelle là, maybe. Donc j'ai très hâte de le lire, franchement en plus il est écrit assez gros, il fait un total de, allez, 520 pages on va dire, donc je pense que ça pourrait se lire assez rapidement aussi, surtout que c'est écrit très gros, et personnellement je trouve la couverture absolument magnifique. Je sais qu'ils ont sorti un autre livre justement de Amy Kaufman, donc qui est connue aussi pour Aurora Squad, qu'elle a écrit avec Jess Christophe. Je l'ai pas demandé personnellement, mais au niveau de la couverture je trouve que c'est beaucoup trop ressemblant à celle-ci, je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'on se retrouve avec ce visage et ses cheveux où on retrouve un bateau, et c'est un petit peu la même couverture finalement pour l'autre livre qui s'appelle L'Archipel des Dieux. Personnellement je préfère beaucoup celui-là qui fait un petit peu plus gravure, un petit peu plus ancien justement, beaucoup moins moderne par rapport à l'autre, et on est vraiment dans un aspect un peu plus mythologique que j'apprécie beaucoup. Je ne lis pas forcément beaucoup de mythologie grecque, moi de mon côté, je veux dire c'est pas une mythologie à laquelle je m'intéresse beaucoup, mais c'est la chose qu'on retrouve le plus souvent finalement dans les romans. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on s'inspire beaucoup de cette mythologie là finalement pour écrire des romans, et il y en a d'autres qui sont un petit peu délaissés. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu votre avis par rapport à ça, et j'ai hâte de savoir si on va avoir une implication des dieux dans ce récit. Donc je vous en reparle bientôt. J'ai reçu de la part des éditions Bookmark un livre qui est sorti pas du tout cette année, hein. C'est pas du tout une nouveauté, disons qu'il est plutôt sorti en fait en version libraire. Vous savez que Bookmark a sa collection Lost Kingdom qui est dédiée justement aux librairies, que vous n'allez pas retrouver les mêmes couvertures, le texte à l'intérieur est le même, mais voilà, c'est un tout autre objet livre, et ils ont sorti ce titre là que je vais vous présenter en version librairie, et quand je l'avais demandé, ils m'ont proposé plutôt dans la version Bookmark, donc j'ai reçu Les Amants Maudits, le premier tome, La Maison des Dragons de K.E. Linde. Donc c'est dans la collection onirique de chez Bookmark. Il me faisait déjà de l'œil depuis un très long moment, et c'est ma lecture en cours. Voilà, pour l'instant j'ai lu ceci. Je dois vous avouer que je suis pas très bien convaincue pour l'instant, donc je suis un petit peu déçue. On y suit une jeune fille qui s'appelle Kerrigan, qui est une demi-faée, et c'est très mal vu dans ce royaume là, dans tous les royaumes même. C'est vraiment un petit peu un hybride qui n'aurait jamais dû voir le monde. Voilà, il y en a certains qui sont très arrêtés sur le sujet, et Kerrigan a quand même réussi à réintégrer la Maison des Dragons. Donc c'est une maison où elle va être formée à la magie, à côtoyer les dragons, etc. Et le but en fait à la fin, quand ils ont terminé leur apprentissage, c'est de rejoindre une tribu, sauf que à ce moment-là, personne ne l'a choisi. Ce n'est encore jamais arrivé dans toute l'histoire de la Maison des Dragons et de la sélection. Tout le monde a à chaque fois trouvé une tribu, et cette fois-ci, Kerrigan n'a pas été choisie. Elle a la honte de sa vie, clairement, hein, parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule, étant donné que déjà c'est une demi-faée, et qu'en plus de ça, elle n'a pas été choisie par quelqu'un. Donc vraiment très dur à vivre, et elle va avoir un accord avec la Maison des Dragons. Elle a un mois pour trouver une tribu qui accepte de la prendre sous son aile, de la former peut-être à un métier ou quoi que ce soit. Donc je vous en reparlerai je pense prochainement dans un update lecture, mais je suis en toute honnêteté à deux doigts de l'abandonner, parce que c'est pas forcément un problème de caractère, mais je trouve qu'il y a des réactions qui pour moi ne sont pas forcément en cohérence avec le mode de vie et ce qu'on veut nous faire passer comme message au niveau de sa position hiérarchique, etc. Donc pour l'instant je suis en demi-teinte, je vais continuer quand même quelque part pour voir vraiment si ça s'améliore et si j'arrive à passer outre pour l'intrigue ou si je vais abandonner. Mon seul achat du lot, il s'agit du tome 2 de 6 couronnes écarlates. Donc ici c'est La Promesse du Dragon, qui est écrit par Elisabeth Lim et qui est publié aux éditions Rajo. Je trouve que cette couverture est merveilleuse, et je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle fait très printanière au niveau des couleurs, ces couleurs pastel et tout, je trouve ça vraiment magnifique. Un petit jaspage vert pétard, et dans le tome 1 on y suit Shiori qui a été maudite par sa belle-mère, qui l'a vue user de magie, et la magie est totalement interdite dans le royaume de Kiata. Donc c'est la fille de l'empereur, elle va se retrouver maudite comme je disais, ses 6 frères vont être transformés en grues, et pour chaque mot qu'elle va prononcer, un de ses frères va mourir. Donc elle est catapultée à l'autre bout de la map pour pouvoir être isolée, ne plus être aux alentours, et du coup son but va être de retrouver ses frères et de lever la malédiction. J'ai beaucoup aimé. Il y a un dragon dans le tome 1 qu'on voit notamment au début et qui fait quelques petites apparitions, mais je trouve qu'il est pas assez présent à mon goût, donc j'ai hâte de savoir si ça va être plus le cas dans le tome 2 normalement, au vu de comment ça se termine la fin. Et au niveau du titre, je me dis qu'il y a moyen quand même qu'il soit beaucoup plus présent. Donc voilà, comme je vous le disais, j'espère que je ne vais pas trop le faire tarder ce titre là, parce qu'il me tente
énormément. En plus de ça, il correspond bien à la saison printanière, donc why not. Une autre lecture en cours, parce que je vous avoue que j'étais un petit peu déçue des Amants Maudits et que j'avais pas forcément envie de continuer, donc je me suis mise sur un autre service de presse qui là pour le coup c'est très engageant pour la suite. Il s'agit de La Balade funèbre de Art et Mercy, donc qui est écrit par Megan Bannon et qui était publié chez les éditions Milady, qui se mettent à la romantasy. Une très belle version reliée, franchement, avec un petit jaspage doré qui fait le café, et ce que j'adore, c'est, regardez-moi cette couverture. Il y a un trou. Et en fait, voilà un petit peu l'objet livre que je trouve absolument canon. J'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage, en tout cas pour l'instant de ce que j'ai lu du roman. On est sur un univers de fantasy, ce qui n'est peut-être pas très évident au premier abord, surtout quand on lit un petit peu le résumé, on peut croire un peu d'historique, mais non, on est sur de la fantasy carrément, avec un ranger Art qui est très solitaire, très taciturne, qui fait équipe avec personne, mais à chaque fois qu'il a un petit cadavre d'acharné, donc vous allez apprendre ce que c'est que les acharnés dès le début du roman, ne vous inquiétez pas, il l'amène aux pompes funèbres de Mercy, qui est une personne vraiment très solaire, je la trouve vraiment très lumineuse, mais les deux se fight comme pas possible, ils s'en envoient plein la tronche, ils ne se supportent pas. Ben on sait pas, Art retourne à chaque fois vers Mercy, peut-être que c'est la seule interaction qu'il a au cours de la journée et qui lui permet de vibrer un petit peu dans sa solitude. Et un jour, Mercy va lui faire une petite réflexion qui va quand même faire son petit bout de chemin et qui va le blesser en quelque sorte. Il va écrire une lettre anonyme s'adressant à Cher Ami, donc sans avoir un interlocuteur prédéfini. Cette lettre va se retrouver dans les mains de Mercy et va commencer une échange de correspondance entre les deux. Ça commence dès le début, franchement, j'ai lu 45 pages et franchement, on y va. On est directement dans le vif du sujet et je trouve que c'est tellement plus prenant que les Amants Maudits, donc je pense que je vais terminer celui-ci avant de me mettre sur l'autre. Quand je vous l'avais présenté dans les sorties littéraires, on nous disait que c'était une petite ambiance ghibli un petit peu, ben on le retrouve ce côté très cosy. Je pense pas que c'est quelque chose de très sombre, on va vraiment être sur quelque chose d'assez mignon, cosy, très romancé aussi. Pour l'instant, ça a l'air d'être une pépite. J'ai reçu également des éditions Brajlon et je sais que vous allez vous foutre de ma gueule parce que j'ai dit que je lisais le tome 2 depuis 2 piles à lire, depuis 2 mois et que je l'ai toujours pas lu, mais bon soit. J'ai reçu le tome 3 du Pont des Tempêtes, donc l'héritier insoumis de Daniel L. Jensen dans sa très belle version avec le jaspage et tout. Donc oui, je n'ai toujours pas lu La Reine Prêtresse, je sais, je déconne, mais il faut absolument que je le lise avant de me mettre sur celui-ci dans tous les cas, donc ça serait tardé franchement. Mais je pense que ça se déroule un peu dans le désert et tout, donc je me dis ça peut être bien pour les beaux jours qui arrivent. Je dis que je suis pas une lectrice de saison, mais quand même quand je trouve moyen de moyenner, je moyenne. Donc je vais pas encore vous faire un résumé du Pont des Tempêtes parce que vous savez très bien que je n'y arrive pas de toute façon. Ce livre, je sais pas ce qu'il a contre moi, il ne veut pas sortir avec des mots cohérents. Donc je vous laisserai voir plutôt sur internet si vous voulez en savoir plus, mais en tout cas on est sur un Enemies to Lovers déjà. On a conclu donc avec La Reine Prêtresse la première duologie et de ce que j'ai compris ici nous en commençons une nouvelle avec des autres personnages mais toujours dans le même univers. Je sais pas s'il y a une intrigue de fond un peu plus poussée, mais je pense que si vous voulez rester finalement sur la fin avec le premier couple, ben ça peut le faire. En tout cas je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Et on arrive au tout dernier titre de présentation et j'ai 2 livres à vous présenter mais ce n'est qu'un seul à vrai dire puisque j'ai reçu de la part des éditions Calix, nouveau label des éditions Pygmalion et j'ai lu. Ils m'ont envoyé donc le relier et le brochet de The Curse of Saints de Kate Dranis. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Personnellement j'aime plus le brochet en fait. C'est vrai, c'est rare de dire ça. Mais en fait j'aimais pas déjà les reliés qu'ils ont fait pour les chroniques de Bridgerton et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu reprendre pour l'ensemble de la collection. Donc un petit peu dommage, si je trouve qu'il correspond assez bien dans l'ambiance Bridgerton parce que ça fait un petit peu vieux livre, vieux manuscrit, ça rentre assez bien dans la régence anglaise, mais je trouve que c'est pas forcément approprié pour un univers de fantasy, surtout un univers de fantasy assez adulte, sombre. C'est de la romantasy d'ailleurs parce que je l'ai déjà lu mais il faut que je le relise de toute façon parce que je ne m'en souviens plus du tout. Donc voilà, un petit peu déçue même si c'est un très bel objet livre, je suis un petit peu déçue du choix éditorial à ce niveau-là et je crois que tous les reliés vont être sous ce même format. Par contre le brochet je le trouve vraiment très beau pour le coup. Voilà, il se déroule comme ça, le seul truc c'est que dans le carton, je sais pas si vous verrez bien, mais il s'est frotté au relier et du coup ben il y a du orange. Alors je suis désolée, je vais vous lire le résumé parce que franchement je ne me souviens plus très bien de ce bouquin. Pourtant je l'ai beaucoup aimé à l'époque, je vous dis ça, c'était il y a presque 1 an quand même parce que je l'avais reçu dans une nouvelle version. Bref, je vais pas vous faire tout l'historique de la chose. On nous dit a-t-elle été envoyée pour sauver le monde ou le détruire. En tant qu'espionne émérite et 3e commandant de la reine, Aya a voué sa vie au royaume utilisant les capacités que les dieux lui ont données pour les protéger des dangers qui les menacent. Son serment garantit qu'elle défendra toujours ceux aux côtés desquels elle se bat
compris Will, son rival et exécuteur de la souveraine. Forcés de travailler ensemble, Aya et Will s'évertuent de maintenir une trêve difficile pour accomplir leurs devoirs. Mais lorsque Aya libère un pouvoir que le monde n'a pas connu depuis des siècles, ils vont devoir faire front et pour découvrir qui ou ce qu'elle est vraiment. Alors de mémoire, on n'est pas sur un enemies to lovers, hein, on est bien sur un rival to lovers. J'ai appris que c'était complètement différent ce trope. Puisqu'ils sont exactement dans le même camp, c'est juste qu'ils sont rivaux, ils ont une certaine difficulté à communiquer, on va dire ça, mais bon, vraiment il y a cette rivalité entre les deux pour gravir les échelons, pour savoir qui est le plus puissant entre les deux. Donc vraiment un rival to lovers et j'ai beaucoup aimé moi de mémoire, voilà ce que j'en ai lu, j'avais même fait quelques annotations sur le précédent livre que j'avais, mais je m'en souviens plus du tout. Donc je suis désolée, je vous dirai pas grand chose de plus à ce sujet. Et voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de livres sont rentrés dans votre pile à lire à vous. N'oubliez pas aussi que vous avez mon petit code promo Livre Ancienne 20 pour profiter de 20% de réduction sur les produits de la marque Wild. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.